Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. On va parler un peu de Business Release Coordination aujourd'hui. On va voir ce que c'est, on va voir ce que ça sous-entend. Alors, Business Release Coordination, moi je suis Marc Dallas et je suis directeur R&D d'Arcade Group. Arcade, qu'est-ce que c'est? Donc éditeur logiciel, né en 1992 au Centre national d'études spatiales, sous l'égide de notre PDG, qui se cache là-bas dans la salle. On est leader mondial aujourd'hui de l'application lifecycle management sur une plateforme bien particulière qui est la plateforme IBMI. Vous pouvez peut-être connaître ça sous le nom d'AS400. C'était son nom il y a très longtemps de ça. C'était son petit nom il y a très longtemps de ça. Et sur cette plateforme-là, on est aussi leader dans la modernisation d'applications, donc dans la modernisation des legacy applications, de façon à pouvoir les intégrer dans un écosystème technique moderne. En 2014, on a créé une filiale qui s'appelle Drop Software et qui gère un produit qui est totalement dédié à l'application release automation, donc le release management d'applications. Là, on a complètement quitté la plateforme IBMI, même si ça reste, si ça fait partie de nos cibles de déploiement. Mais cette solution-là est complètement multiplateforme, indépendante de la plateforme IBMI. Et puis un an après, on crée une filiale qui s'appelait Dot Software, qui elle est complètement dédiée à la gestion des tests de non-régression orientés données, et aussi, c'est pas noté ici, mais au data masking, donc, qui prend en compte toutes les problématiques d'anonymisation de données, notamment dans le cadre du GDPR. Voilà, donc on fait partie des éditeurs, du top 100 des éditeurs en France. On a 5 filiales, USA, Hong Kong, Allemagne, Suède, et on est en train d'ouvrir une filiale en Inde pour de prestations. 1200 licences dans le monde, 60 employés, 55-60 employés. Voilà, ça c'est pour vous donner une image un peu de ce qu'est le groupe Arcade. C'est quand même un groupe de technologie. Origine France garantie. Effectivement, on est né en France et voilà, la maison mère est à Annecy. C'est plutôt pas mal, même si Marseille est une belle ville. Annecy se défend pas mal. Voilà, maintenant si on parle de Drops, c'est-à-dire si on se limite sur le domaine du déploiement, voilà nos principales références au niveau de Drops. Bolloré Logistique, Système U, Excel, Banque Inter, donc quelque chose d'assez vaste à la fois sur de la logistique, sur de la banque, sur de l'agroalimentaire. Voilà, c'est assez vaste le domaine d'intervention, notre domaine d'intervention, avec un point particulier sur Système U, donc c'est vraiment le GIE, service informatique et gestion IT des magasins U. Voilà, aujourd'hui, Drops chez Système U, c'est 200 applications déployées sur 900 serveurs. C'est juste pour vous donner une idée de grandeur du type de projet qu'on est capable de mener avec Drops. Voilà, un vent de fierté, ça c'est tout nouveau. En tant que directeur R&D, en tant que développeur, c'est quelque chose qui arrive très rarement dans sa vie. On est aujourd'hui, on est entré au Magic Quadrant du Gartner. Donc aujourd'hui, il y a 13 players qui sont dans ce domaine-là. Et c'est assez remarquable, notamment pour une société française, de pouvoir être entré dans ce Magic Quadrant. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Puis maintenant, on va parler, on disait, bon, le Business Release Coordination, c'est un concept au-dessus, englobant DevOps. Donc on va parler un peu DevOps. Et puis je vous ai mis voilà, les précurseurs de DevOps. Hein. Vous les reconnaissez, même s'ils n'appartiennent pas forcément à nos métiers. Marc Vera, Alain Ducasse, Paul Bocuse, et puis Johan Comte. Alors, les deux, aux extrémités, ils sont à Annecy, hein, donc ils sont un peu chauvins. C'est normal, on défend notre région. Alors, quel rapport avec DevOps, me direz-vous? Alors, imaginez ces restaurants-là, c'est des chefs qui sont étoilés. Hein. Ils travaillent avec des brigades en cuisine, des équipes en salle. Donc, imaginez une brigade en cuisine, par exemple, qui ne testerait pas ses plats, qui enverrait ça directement en salle. Imaginez la même brigade qui n'aurait aucune connaissance du nombre de couverts ni de l'organisation de la salle, voilà, qui fabriquerait à manger et puis qui fabriquerait des plats, qui ferait de la cuisine, mais alors, le nombre de couverts, comment les salles sont organisées, le nombre de tables disponibles qui n'auraient aucune conscience de ça. Puis surtout, imaginez ne pas discuter du tout avec l'équipe de service. Ils mettraient les plats dans le passe-plat et puis ça resterait sans communication.
En même temps, imaginez cette fois-ci l'équipe de salle avec un serveur qui ne sait absolument pas ce qu'il y a dans les assiettes qu'il délivre. C'est-à-dire qu'il met les plats sur la table des convives, mais il est incapable de décrire ce qu'il est en train de servir. Et puis, imaginez-les ne pas servir tous les convives en même temps. Voilà, il va servir l'entrée et le plat de personnes, et puis 10 minutes après, une autre entrée sur. Voilà, imaginez ça, puis imaginez-les aussi ne pas discuter du tout avec l'équipe, avec la brigade de cuisine. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ces deux équipes ne pas travailler ensemble pour élaborer une nouvelle carte? Dans les restaurants étoilés, dès qu'un chef met un plat à la carte, tout le monde teste. La brigade, les seconds et la salle, l'ensemble de la salle goûtent les plats et savent exactement ce qu'il en est. Est-ce que vous pouvez les imaginer ne pas avoir confiance l'une en l'autre? C'est-à-dire, non, moi, l'équipe de salle, non, c'est absolument pas possible. Je peux pas les voir, je peux pas les sentir. Non, j'ai pas confiance en eux. Je vais aller moi, je vais sortir de la cuisine, puis je vais aller servir moi-même. Et pareil, hein, c'est-à-dire, imaginez le serveur qui dit, ben, le plat est froid, je rentre dans la cuisine, et puis je mets au micro-ondes le plat et je vais le resservir, quoi. Est-ce qu'ils sont solidaires? Imaginez les non solidaires en disant, ah non, mais c'est la cuisine. C'est toujours la cuisine qui, ah non, mais c'est normal, le chef, c'est vraiment, il ne sait pas gérer ça, quoi. Non, il y a une solidarité qui est établie, qui fait partie des règles de base de ce métier-là. Et puis surtout, ne pas tenir compte des retours clients. Dans un restaurant étoilé, vous faites la moindre remarque, ça part au chef, c'est transcrit, c'est noté pendant le service, quoi. Ben voilà, tout ça, toute cette restauration-là, toute cette organisation-là dans ces restaurants étoilés, ça c'est DevOps. Alors, ils l'ont inventé bien avant 2009, bien avant que ce terme-là apparaisse chez nous dans les domaines de l'IT. C'est pour ça qu'on peut considérer que ce sont nos pairs en termes d'organisation DevOps, la production en cuisine, la delivery en salle, et toute cette relation et de confiance, ce partage, cette connaissance des contraintes des équipes l'une envers l'autre, ça fait partie de DevOps. Donc imaginez maintenant, si on va un peu plus loin, imaginez que ces mêmes équipes ne puissent pas servir tous les plats qui sont à la carte. Qu'à un moment donné, un serveur dit ah non, moi ce plat-là, je ne le sers pas. Moi, je sers que les plateaux repas. Je sers que les conteneurs, par exemple. Voilà. Ça c'est pour parler un peu de containerisation. Non, moi, les plateaux repas. Voilà. Si je dois livrer le bœuf en daube, ce n'est pas possible pour moi. Est-ce que vous les imaginez ne pas avoir une vue globale de la salle? Le chef de rang qui est là, qui dit oh, non, je ne sais pas où sont mes clients dans la salle et je ne sais pas comment elle est occupée. Est-ce que vous pouvez les imaginer ne pas avoir conscience des modalités? Comment ça se passe? Quelle est l'organisation globale, transverse de ça? Est-ce que vous les imaginez ne pas connaître l'état d'avancement de chaque repas? Alors, cette table-là, non, je ne sais pas, je pense qu'ils sont à l'apéro. Ou peut-être au dessert, je ne sais pas, je vais voir. Non, il faut savoir, parce que les plats, ils sont au passe-plat, il faut les envoyer, quoi. Et puis, dans un autre domaine, est-ce que vous les imaginez ne pas entretenir de relations ni avec l'économa, ni avec la direction du restaurant? Là, je parle des restaurants étoilés, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement important, la réduction de coûts, la gestion des coûts dans un restaurant, au niveau de l'obtention des étoiles, c'est des critères qui appartiennent à ça. Est-ce que vous imaginez ne pas connaître la concurrence, savoir ce qui se passe à côté, dans des zones où il y a effectivement plusieurs restaurants étoilés? Est-ce que pour eux, ils restent dans une tour d'ivoire en disant non, non, on reste comme ça, nous, on est bien, de toute façon, savoir s'il y a un autre restaurant qui s'installe, et puis ne pas s'intéresser aux tendances actuelles. La mutation dans la cuisine, c'est quand même quelque chose qui est assez important. On a vu voilà, des grosses tendances à apparaître, y compris de l'étranger. Est-ce que vous les imaginez ne pas tenir compte de ça? Si effectivement, si on tient compte de tout ça et si on se dit que ces équipes-là doivent avoir conscience de tous ces facteurs-là, alors là, on rentre dans le business release coordination. C'est en ça que le business release coordination est un concept englobant de DevOps. On voit bien dans la première partie qu'on parlait effectivement de la relation entre les équipes production et les équipes de service de delivery. Mais si on ne rajoute pas toute cette notion-là, c'est-à-dire cette prise de conscience des équipes dans leur écosystème global, alors on n'arrive pas à avoir une qualité de service suffisante. Et la prise en compte de tout ça, c'est ce qu'on va appeler le business release coordination. Donc effectivement, pour atteindre les étoiles, on sait qu'une équipe de dev doit faire des tests, connaître l'infrastructure cible de déploiement, connaître les conteneurs, avoir une relation étroite avec l'équipe Ops.
L'équipe Ops, elle, doit connaître le contenu de ce qu'elle délivre, c'est important. Mettre à disposition de manière synchrone tous les composants d'une application, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait de délai, il faut que ce soit synchronisé. Et y compris pouvoir, quand je dis mettre à disposition, c'est pouvoir les retirer aussi de manière synchrone, hein. Accompagner les utilisateurs et puis avoir une relation étroite avec l'équipe de dev. Mais tous doivent partager une vision commune. Et quand je parle de vision, je parle aussi de sens au sein de l'entreprise. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les équipes vont gagner en maturité et en compétences. C'est important qu'ils puissent savoir quelle est la vision qui encadre leur travail. Ce n'est pas que sur les équipes IT, hein, ça on pourrait le généraliser à l'ensemble de l'entreprise, hein. Ça augmente cette vision-là, le partage d'une vision commune augmente l'implication. Et puis, ça permet d'intégrer les lignes stratégiques. Quand je dis intégrer les lignes stratégiques, un, c'est les connaître, et deux, c'est les comprendre. Ou alors, se les faire expliquer. C'est-à-dire que ça, c'est très important, c'est-à-dire que ça implique aussi les directions à ce niveau-là. Donc voilà, ils doivent partager une vision commune pour avancer dans le même sens, avoir un cadre commun de travail. Établir un référentiel commun de langage. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque métier a ses propres termes, son propre langage, avec ses propres connotations. Et si on établit un référentiel commun de langage, alors on élimine les clivages organisationnels. Chacun ne se retranche pas dans sa propre terminologie, dans son propre domaine. Et là, d'un seul coup, on peut commencer à briser les barrières organisationnelles. Ça permet aussi d'inclure les acteurs fonctionnels dans la chaîne. Si vous parlez que technique, si vous dites, ben voilà, je vais déployer un WAR ou je vais balancer une application dans l'App Store, ok, c'est des concepts qui sont techniques. Si vous dites, ben, je vais mettre à jour la compta, là voilà, on commence à savoir de quoi on parle fonctionnellement parlant. Et là, ça permet d'avoir un référentiel d'échange commun, parce que si on a un référentiel d'échange commun, alors on a des indicateurs communs. Et avoir une vue orientée utilisateur, ça remet l'utilisateur au centre du dispositif. On n'est pas centré sur une organisation voilà, technocentrique. Entre le dev et l'ops, on parle ni de la stratégie ni de l'utilisateur. On est dans cette boucle-là infinie. Si à un moment donné, on ne change pas de dimension, et le changement de dimension, il est via l'intégration de l'utilisateur et via l'intégration de la stratégie d'entreprise. Il faut inclure l'existant. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer la continuité de service. Ce n'est pas parce que vous rajoutez un nouveau plat à la carte que le reste, ça ne doit plus être livré, ça ne doit plus être maintenu ou livré. Parmi ces plats qui ne sont pas nouveaux, il y a quand même les best-of, ce qui a fait la réputation d'une entreprise. Donc tout ça, il faut assurer cette continuité de service. Bien sûr qu'on entend souvent dans les expériences DevOps qu'on a travaillé sur les applications qui sont développées en agile et sur lesquelles on peut déployer toutes les secondes, voilà, chez Amazon par exemple. Il y en a combien d'applications comme ça dans les entreprises que vous connaissez où on est capable de faire ça? Alors, bien sûr, c'est peut-être un but à atteindre, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse continuer à assurer la qualité de service et le service rendu à l'utilisateur. Si on inclut l'existant, on élimine les clivages techniques. Parce que bien souvent, le DevOps, ou en tout cas les projets DevOps, sont focalisés sur un certain nombre de technologies qui sont capables d'assurer ou DevOps compatibles, on va dire, parce qu'effectivement, ça va vite, parce qu'à un moment donné, on gère des conteneurs. Alors, effectivement, si au milieu de ça, vous avez une application sur mainframe, une application sur IBMI ou une application toute simple en mode client-serveur, bon, ça là, on la met un peu de côté. Nous, on a des expériences où les gens disent bon, on a monté un lab DevOps, mais on a pris les applications, mais on n'a pas pris la partie base de données. C'est quoi ça va être quoi le résultat de cette expérience si à un moment donné, on n'a pris que ce qui marchait bien? On va avoir quoi comme résultat au final? Et puis surtout, si on inclut l'existant, ça permet de capitaliser sur ce qui existe. On n'est pas à l'an zéro des entreprises, on n'est pas, voilà, on repart from scratch, non, il existe plein de choses, il y a des gens qui ont travaillé, il y a un capital dans l'entreprise, y compris en développement ou même en delivery, et ça, il faut pouvoir le valoriser. Le valoriser, ça veut dire réduire les coûts, hein, ce qui est aussi un des éléments de DevOps, hein. Et puis maîtriser la big picture, c'est-à-dire être en capacité d'avoir une coordination globale de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire de la stratégie jusqu'à l'utilisateur,
d'avoir une cartographie exacte et instantanée, c'est-à-dire savoir ce que vous avez, quel est votre patrimoine aujourd'hui. Voilà, quand on va parler d'applicatifs, quels sont les releases qui sont installés sur les différents environnements, hein, si je dois traduire à ça à un moment T, et avoir une vue des encours. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est-ce que ça en est? Où est-ce que ça en est, tout ça? Quelle release est dans le pipe? Donc avoir une vision pipeline de l'ensemble des choses. Voilà. Une révolution, certes, on parle de révolution digitale ou de transformation digitale, une révolution, certes, mais ce n'est pas un Big Bang. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire en zéro, on remet tout à zéro. Il faut avoir en tête qu'il y a un existant. Et quand je parle d'existant applicatif, mais je parle surtout aussi des collaborateurs, des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Quand on a basculé en mode agile, on a vu que sur les équipes Scrum, on a perdu un collaborateur sur 9. Alors, je dis 9 parce que c'est la limite standard des équipes Scrum, mais il y a des collaborateurs qui n'ont pas pu passer ce cap-là, ce changement-là. Bien sûr qu'on a introduit de la gestion du changement, mais c'est quand même des choses qui sont difficiles humainement parlant. Et pour ça, il faut avoir en tête d'intégrer ça. Et imaginez, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous font du développement, vous connaissez le rapport affectif que vous avez avec vos applications, et ça doit être intégré dans une démarche de ce type-là. Voilà, alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on peut essayer de sélectionner des applications, voir quels sont les éléments de choix d'une application pour qu'elle puisse s'intégrer dans quelque chose qui est de l'ordre du Release Coordination ou du Business Release Coordination. Intégration avec des outils de gestion transverse. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les outils de gestion transverse, c'est des outils qui vont vous permettre de déclarer votre roadmap, de la rendre visible à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Voilà, c'est la direction stratégique, c'est les commerciaux, c'est toutes les personnes qui, à un moment donné, sont partie prenante de l'application que vous délivrez, qui a été décidée dans une direction stratégique et qui sera destinée à un utilisateur. Aujourd'hui, on n'est pas que dans le développement, l'organisation du développement, le continuous delivery. Ça, effectivement, c'est des choses qui sont de l'ordre organisationnel, qui descendent à un bas niveau, où on a tous conscience qu'effectivement, on va réduire les coûts à ce niveau-là. Mais si à un moment donné, on n'est pas capable de partager ce qu'on est en train de faire, et si on ne peut pas le partager à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de toute façon, on va minimiser le gain. Donc il faut partager cette roadmap. Il faut avoir une vision, et l'ensemble des acteurs doivent avoir une vision du workflow global. À un moment donné, ils vont intervenir, eux, dans un temps particulier de la gestion d'une release. Voilà, certains vont développer, certains vont gérer des environnements, certains vont délivrer sur des environnements, y compris en production. Mais il est nécessaire que ces personnes-là, et je dis bien ces personnes-là, en tant qu'êtres humains, aient conscience de la position qu'ils occupent au sein de l'entreprise et de l'importance qu'ils ont au sein de l'entreprise. Alors effectivement, là on peut parler de management, c'est le manager qui doit faire ça. Mais avec ce type d'outil-là, ça donne un point de vue objectif du positionnement des collaborateurs dans cette chaîne globale. Intégrer la mise à disposition dans le domaine fonctionnel. Le chef de projet fonctionnel qui, lui, a travaillé sur les fonctionnalités, qui a géré l'ensemble du développement ou du projet, qui, mieux que lui, sait à quel moment son projet est prêt. Lui, il est sur le terrain, il a la communication avec les équipes. Est-ce qu'on doit le déposséder de l'instant de déclaration de la livraison, quels que soient les environnements? Moi, j'aurais tendance à dire non. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est l'acte final de son projet, d'appuyer potentiellement sur le bouton au sens imagé du terme pour dire maintenant, ça doit être délivré. Parce que c'est pour lui un rituel, et ça, on aime bien les rituels hein, dans Scrum. C'est un événement important pour lui de pouvoir appuyer sur le bouton, de dire ça y est, ça va être délivré. Donc ça veut dire de pouvoir, à un moment donné, laisser de la capacité au chef de projet fonctionnel ou à la partie fonctionnelle de déclarer le déploiement de ses propres applications, si on doit le traduire. Le référentiel commun de langage, orienté application. Si on doit trouver des éléments de dialogue, autant parler applicatif, autant parler fonctionnel plutôt que de parler technique. Donc voilà,
Essayer de trouver des solutions qui modélisent des applications, des releases, plutôt que des artefacts techniques. Bien sûr qu'à un moment donné, on parlera d'artefacts techniques quelque part dans la chaîne. Mais il faut d'abord augmenter le niveau d'abstraction et pouvoir parler d'applications release à ce moment-là. Parce que ça permettra de dialoguer, on parlera de la même chose, on parlera fonctionnel. Des environnements à typage fort, l'important, c'est d'avoir des environnements. L'environnement, c'est vraiment un environnement, c'est vraiment comment dire, une enveloppe, un conteneur avec une orientation fonctionnelle, dans lequel on va faire fonctionner une application avec un objectif opérationnel particulier. Vous allez avoir un environnement de training, du AT, ça fait intervenir des responsabilités différentes, des métiers différents et des collaborateurs différents. Et puis intégrer la participation d'utilisateurs, que ces utilisateurs-là aient leur mot à dire. Ça, on le sait très bien dans les préceptes agiles, qu'effectivement, le client doit être partie prenante et doit plus être, on ne doit plus le traiter sous forme de contractualisation, mais doit être un collaborateur intégré à la chaîne. Avoir un scope technique large, ça aussi c'est important, il faut une couverture technique importante. Pourquoi? Si on ne veut pas laisser des gens sur le bord du chemin parce qu'ils sont associés à une technologie particulière, alors il faut que la solution puisse prendre en compte leur technologie. Alors effectivement, des fois, ce n'est pas forcément évident. Il y a certaines technologies qui sont un peu exotiques, mais plus vous aurez une solution qui a une capacité à couvrir l'ensemble des technologies, plus vous aurez la capacité à intégrer les applications dans cette chaîne-là, et plus vous aurez la possibilité à valoriser le travail des personnes qui les maintiennent ou qui les développent, ou en tout cas qui en sont responsables. Reprise de l'existant, tester et valider, c'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir intégrer dans l'outil, la solution, ou ce que vous voulez, ou même la démarche, si on reste à un niveau démarche, il faut que ce qui a déjà été réalisé, testé et validé, sur lequel il y a déjà eu du temps passé, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un seul coup le supprimer, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on coupe quelque chose qui a un coût. Et ce coût-là, il vaut mieux le valoriser plutôt que de le mettre à la poubelle. Donc, essayez de penser à des solutions qui peuvent intégrer l'existant. Déjà parce que vous avez gagné du temps, ça existe, donc on gagne du temps. C'est validé et testé, donc on limite le risque opérationnel, même s'il y a des petites modifications à faire. Et puis surtout, ça revalorise votre patrimoine. Voilà, et puis pensez orchestration et coordination. Des processus d'orchestration au-dessus des processus de déploiement, de développement, de choses comme ça. C'est-à-dire, vous avez des processus qui sont propres métiers. Imaginez aussi avoir des processus qui peuvent se positionner au-dessus de tout ça. Centralisation des historiques, ça c'est pour les instantanés. Vous devez être capable, à partir de cette solution, d'avoir une vue instantanée de ce qui se passe et de quel est votre existant, l'état de votre existant chez vous. Et les plans de déploiement, ça c'est la capacité à avoir une vision long terme du déploiement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rapidité, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le processus, il faut être rapide, mais dans la vue globale, il faut avoir un certain recul pour se dire, moi j'ai besoin que cette release-là, elle sorte dans 3 mois. Alors effectivement, là aujourd'hui, on est plutôt sur du continuous delivery, donc on met en production dès que c'est prêt. Ok, ça va bien sur un certain nombre d'applications, mais il y a toute une synchronisation à faire avec d'autres applications dites legacy, entre guillemets. Et puis, on a aussi besoin de caler ça avec les événements stratégiques liés au marketing, au time to market. Donc ça, c'est important d'avoir une vision long terme de ce qu'on va faire. Ça permet aussi d'organiser, d'anticiper. Et le plan de déploiement va proposer ça, en plus de proposer une vue globale, multi-application, multi-environnement de déploiement. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une matrice croisée de déploiement et pas juste sur un fil, sur un train rapide de déploiement. On peut intégrer ce type de train-là dans ce plan de déploiement, mais on doit avoir un niveau d'abstraction supérieur pour avoir cette vue globale, ne serait-ce que des encours aussi. Voilà. Donc là, c'est une présentation, en tout cas un certain nombre d'éléments qui vont nous faire entrer dans le business release coordination. Ok, DevOps, c'est bien, aujourd'hui on maîtrise bien les concepts. Après, effectivement, il faudra gérer le changement, il faudra gérer la mise en place. Il y a beaucoup de gens travaillent aujourd'hui. La communauté DevOps et cette communauté-là, aujourd'hui, est déjà à plein impliquée dans la mise en place de ça.
mais au niveau entreprise, il faut déjà avoir un coup d'avance pour intégrer, même si c'est par touche, de façon très pragmatique, de pouvoir avoir une vision un peu plus long terme de ce que sera la livraison des releases multi-applications et la valorisation de l'existant de l'entreprise. Voilà, donc ça c'était une introduction sur le Business Release Coordination. Puis maintenant, je vais vous parler un peu de la solution Drops, et en tout cas, dans certaines parties de cette solution-là, ou dans le domaine sur lequel elle s'applique, qui est le Release Automation, l'application Release Automation, comment elle se positionne dans le Business Release Coordination. Solution Drops, on l'a vu, Application Release Automation, donc c'est une solution qui permet de faire du déploiement avec une forte interopérabilité. Voilà, on vous a mis globalement tous les outils avec lesquels les outils ou solutions avec lesquels on est capable d'avoir des points d'adhérence plus ou moins fortes. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une solution qui serait complètement full autonome sans avoir une capacité de dialoguer avec des SCM ou des artifacts repository, des outils de build ou de gestion de cycle de vie, des outils de provisioning, des serveurs d'application, des bases de données, du cloud. Donc tout ça, c'est important. Et puis, et surtout, il faut qu'on soit multiplateforme. On l'a dit, on ne doit pas avoir de clivage technique. Donc on peut pas dire non, ton application, elle tourne sur IBMI. Bon, on l'exclut du champ d'intervention. Voilà. Parce qu'un jour, on le paiera. Un jour, il faudra bien l'intégrer, ça. Et on le paiera. Donc on crée de la dette si on le prend pas, si on le prend pas en compte. Donc la réponse Drops. Intégration avec des outils de gestion transverse. On a beaucoup travaillé à créer des interfaces avec Jira, VSTS, Rational Team Concert, et ces interfaces sont bidirectionnelles. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des informations dans Jira, mais on est capable de remonter. Et puis, on le fait à travers des add-ons. C'est-à-dire qu'on ne va pas, à un moment donné, dire au chef de projet fonctionnel, c'est simple, avec Drops, il suffit que tu rajoutes un webhook au niveau de Jira ou une post-fonction qui va, à un moment donné, te déclencher le déploiement. Le chef de projet fonctionnel, il a son Scrum Board, il a ses tâches, il a son équipe à gérer. Au niveau de Jira, c'est à peu près tout ce qu'il connaît, et il le connaît bien, il le fait bien. De savoir ce que ça va donner au niveau technique, ce n'est pas son problème. Donc on est obligé, nous, et c'est notre devoir, de créer des add-ons plateformes pour masquer cette complexité technique-là aux fonctionnels. Donc on est capable de déclencher des imports, c'est-à-dire de faire rentrer des artefacts dans notre référentiel d'artefacts, de déclencher des déploiements vers des environnements, quels qu'ils soient, UAT, pré-prod, prod, peu importe. On a la capacité à créer des deployment requests, c'est-à-dire à créer des work items qui vont permettre au release manager de valider si oui ou non le déploiement est approuvé ou pas. Donc là, on rentre dans un système de validation. L'activation des transitions de workflow, donc là, on est en mode sens inverse. Et puis le référencement aussi du contenu fonctionnel dans les releases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut releaser, mais c'est important de savoir ce que contient fonctionnellement une release, ne serait-ce que pour pouvoir prendre la décision ou pas de la passer en production. Et là, c'est souvent dans ce que j'entends, effectivement, on met en production les versions très rapidement. Là, ça va bien quand on maîtrise tout, c'est-à-dire quand on maîtrise le développement jusqu'à la mise en production. Quand à un moment donné, vous allez déléguer ça, vous allez faire une délégation de responsabilité sur des sites clients, et c'est eux qui vont gérer la mise à disposition des versions selon leur propre timing organisationnel. Vous avez plutôt intérêt à accompagner votre release de ce qu'elle contient, de façon à ce que le référent site ait la capacité à faire ses choix. Et puis bien sûr, une interopérabilité forte, j'en ai déjà parlé. Ça permet de prévoir l'avenir, de pouvoir s'intégrer et être piloté par vos propres outils qui ne seraient pas pris en compte par ceux qu'on fournit en standard avec notre solution. Positionnement dans l'ARA. Hop, je remets une couche, je remets le Gartner. Effectivement, on est positionné dans l'ARA. On ne va pas s'en priver, on ne va pas se priver de ce petit plaisir-là, on va le remettre ici. Donc effectivement, modélisation, application, release, templatisable. C'est-à-dire qu'on parle d'application, mais application au sens large, vous déployez un microservice, ça peut être une application, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir de... L'application, ce n'est pas un gros mot, c'est ce qui permet de pouvoir échanger avec le fonctionnel. Release, ça permet effectivement d'identifier un statut particulier du système d'information ou de l'application à un moment donné. Templatisable, c'est-à-dire qu'on peut créer très rapidement
tout ce qui est associé à une application, parce qu'on sait que globalement 85% des applications ont la même architecture. Les environnements typés, des propriétés d'infrastructure item, donc cible de déploiement découvrable, ça c'est pour faciliter le travail. Des processus de déploiement semi-automatiques en fonction des targets de votre architecture. Ça va vous créer automatiquement des processus, vous n'allez pas passer du temps là-dessus. Vous allez affiner, vous allez faire du tuning, mais c'est tout. Et des templates réutilisables si jamais vous avez des applications spécifiques à traiter. Une gestion avancée de release, donc on permet le branching de release, on le fait bien en développement, donc il faut aussi pouvoir le faire en termes de déploiement. Du release set, on est capable de gérer du déploiement cumulatif de release, parce que voilà, si on veut à un moment donné être en capacité de gérer ce qu'on appelle les dépendances de release, il faut qu'on puisse à un moment donné, de façon automatique, élever un niveau de déploiement sur un environnement donné, pour lui mettre la release qui est compatible. Aujourd'hui, si vous prenez en compte plusieurs applications, plusieurs releases d'applications, c'est quasiment sûr qu'à un moment donné, vous allez avoir des incidents de production si vous ne gérez pas la notion de dépendance applicative et de compatibilité. Notamment avec les legacy applications qui ont peut-être un rythme de déploiement légèrement différent, à un moment donné, vous allez être confronté à ce type de problème. Le socle technique important est bimodal. Effectivement, on est multiplateforme. Quand je dis multiplateforme, on est capable d'intégrer du mainframe dans nos déploiements ou de l'IBMI. Une script library Ant-based, effectivement, on a fait ce choix-là. On nous a dit des fois que c'était un peu old school voilà, d'utiliser Ant, qu'il valait mieux tout réécrire avec des récipes chef ou chef. Voilà, avec Ant, c'est simple, c'est clair, c'est net. Il y a beaucoup de gens qui savent l'utiliser, l'exploitent, l'utilisent souvent. Quand il faut basculer sur des recettes chef, ça prend un certain temps avant que ce soit intégré, que ça fonctionne. Donc voilà, autant utiliser ce qui fonctionne. Ça ne nous empêche pas, via une tâche d'appeler chef, Puppet ou Ansible. Hein, c'est pas un problème. On livre une script library out of the box d'environ voilà, 300-400 tâches de base. C'est extensible pour intégrer l'existant. Vous avez des scriptantes qui fonctionnent, qui ont été validées, qui sont testées. Vous les variabilisez, vous créez un nouveau script et c'est disponible en moins de 5 minutes au niveau de Drops. C'est centralisé et versionné. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les scripts sont au même endroit. Il n'y a pas des scripts qui traînent un peu partout sur les machines cibles. C'est centralisé, c'est envoyé sur les machines cibles et c'est versionné en même temps que les processus. Donc vous gardez la traçabilité de ce qui a été exécuté 10 mois, 1 an auparavant. Hein. Parce que ça, c'est important quand vous allez avoir un audit sur un déploiement. Déploiement de paramètres applicatifs, ça c'est important. On est quasiment les seuls aujourd'hui à pouvoir déployer des composants de type données. C'est-à-dire qu'on est capable de capturer les données à modifier en paramètres applicatifs. Hein, voilà, vous avez un ERP, vous faites en développement, vous faites une modification de paramétrage, et puis d'un coup, il faut le reporter en production. Donc vous avez le choix, vous livrez un gros cahier de 100 pages avec toutes les modifications qui ont été apportées, et puis les équipes de production vont le re-rentrer, parce qu'évidemment, les développeurs n'ont pas d'accréditation pour passer en production. Et ben, vous repassez le cahier de 100 pages, 1% d'erreur en termes de saisie humaine, et vous avez un incident de production. Et puis surtout, vous ne respectez pas le principe de qualité, c'est-à-dire que vous allez délivrer des choses qui n'ont pas été testées. Vous allez tester en prod, mais ce n'est pas ce que vous allez délivrer en production. Donc là, on est capable, nous, d'encapsuler ces données-là, d'identifier, de capturer pendant le dev toutes les modifications au niveau data de façon très pointue et ce que vous allez identifier comme étant des paramètres applicatifs, de les encapsuler, de les déployer. Et quand on dit déployer, c'est injecter et rollback simultané. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la solution Drops. Voilà. Et puis, de l'orchestration et de la coordination, déploiement sur des groupes d'environnement, ça c'est pour gagner du temps si vous avez un volume d'environnement extrêmement important. Là, vous allez pouvoir vraiment avoir un retour sur investissement en disant je déploie cette release-là sur une grappe d'environnement. Planification des déploiements intégrés ou pilotables, c'est-à-dire que vous avez un planificateur intégré pour pouvoir avoir une vue globale de votre déploiement. Y compris en séparant les phases de transfert et d'installation. Hein. Le mercredi soir, tout est prêt, vous transférez le mercredi soir. Comme ça, le dimanche, vous arrêtez que pour faire l'installation.
Et ça, c'est le même processus, même s'il est différé dans le temps, c'est le même processus. Et là, ben, ça vous évite, quand vous avez bloqué toute votre équipe le week-end, ça vous permet de diminuer le nombre de gens qui seront sur le pont, parce que tout le temps sera réservé à l'installation, et il n'y aura pas les phases techniques de transfert, par exemple. Cartographie des releases déployées, ça on en a parlé. Sur chaque environnement, vous savez exactement ce qui est déployé, le niveau de chacune des applications sur chaque environnement, et y compris sur chaque cible, si vous voulez avoir quelque chose de plus fin. Et ces fameux plans de déploiement qui permettent de déployer plusieurs releases sur plusieurs environnements en simultané et d'avoir une vue globale de ce qui se passe avec des couloirs de déploiement par application et par type d'environnement. Vous pouvez regrouper vos applications sous forme de groupe et de dire ben, je déploie tel groupe et si ça se passe bien, je déploierai tel groupe d'applications parce que comme ça, je garantis la compatibilité et la compatibilité des releases. Des stratégies d'ordonnancement de processus. Quand est-ce que les processus réels de déploiement vont se déployer les uns par rapport aux autres? Ça permet aussi de pouvoir gérer une stratégie de rollback extrêmement importante. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, contrôle de compatibilité de release et de upgrade automatique possible. Vous êtes en train d'installer une release sur un environnement où il y a déjà une application qui est installée, il y a déjà une release d'application qui est installée, ça détecte automatiquement que cette release-là, que ce niveau de release-là n'est plus compatible avec ce que vous voulez installer. Donc soit ça stoppe le déploiement en disant attention, vous allez avoir une rupture de production, soit ça upgrade automatiquement jusqu'au dernier niveau, jusqu'au premier niveau de version compatible avec ce que vous allez installer. Et ça vous permet d'avoir comme ça un équilibre, une robustesse au niveau de vos environnements gérés à travers les dépendances interapplicatives et interrelease. Voilà, ça c'est la solution Drops, on l'a vu, et effectivement, on n'est que dans le domaine du déploiement. Donc là, on a bien vu que les éléments du domaine de déploiement s'intégraient dans le Release Coordination. Il n'y a pas que ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que le Release Coordination soit géré au niveau du développement, soit géré au niveau du marketing, soit géré au niveau de la relation utilisateur, soit géré au niveau des directions financières. Nous, on apporte une réponse, en tout cas notre solution Drops s'intègre dans le Release Coordination au niveau du déploiement en fournissant tous les services nécessaires qui sont des prérequis à la mise en place d'une démarche de release coordination, de business release coordination. Pour finir, parce qu'il me reste, voilà, je l'ai passé d'une minute, ça, c'est l'offre Arcade globale. On l'a dit au début, Arcade, c'est un groupe. Donc, ce que vous allez voir au centre, c'est la gestion de vie des applications, l'ALM sur la plateforme IBMI. En dessous, ce que vous allez voir, c'est la modernisation des applications IBMI. Donc, à moins que vous ayez un IBMI dans votre scope, c'est OK, mais voilà. Et tout ce qui est au-dessus, c'est effectivement le Business Release Coordination, dans lequel vous allez pouvoir intégrer Drops, l'anonymisation de données et les tests de non-régression au niveau données. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Je dois être pile dans le 52, j'ai 2 minutes de retard. Est-ce que vous avez des questions? Bon, bah écoutez, je vais vous remercier pour votre attention. Et puis, je pense que maintenant, c'est triptyque, c'est la keynote triptyque